On va partir sur le terrain en Ukraine, parce que depuis l'élection de Donald Trump, eh bien Vladimir Poutine, encore lui, s'est lancé dans une course contre la montre, vous le savez. Objectif, gagner le plus de terrain possible avant le 20 janvier, date de la prise de fonction officielle du nouveau président américain. Conséquence, le président russe donne l'ordre à l'ensemble de ses troupes d'attaquer, vous allez le voir, sur tous les fronts hier. Plusieurs jours de préparation, mais c'est du côté de Kupiansk qu'une grande offensive a été déclenchée. Regardez cette carte, des images vont suivre. Kupiansk, point stratégique, nœud ferroviaire et logistique surtout pour les Ukrainiens, dont la perte serait un coup dur et permettrait aux Russes une progression significative dans le Donbass. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Si vous pensez que les Russes se concentrent uniquement sur la direction de Bakhmut ou sur la bataille pour Kharkov, et que ce sont les seuls objectifs qu'ils peuvent atteindre avant 2025, vous vous trompez probablement. Depuis la soirée du 13 ou du 14 novembre, les forces russes ont lancé une offensive à grande échelle sur toute la ligne de contact, depuis la ville d'Orekhiv jusqu'à la direction nord de Svatov. Voyons cela en détail. Ce matin, de nombreux mouvements ont été signalés sur plusieurs fronts. Concentrons-nous tout d'abord sur le village de Robotine. Je vous rappelle que Robotine a été un point clé lors de la contre-offensive ukrainienne de 2023, au cours de laquelle les Ukrainiens ont subi de lourdes pertes, notamment en personnel et en équipements occidentaux, comme les premiers véhicules de combat Bradley. C'est précisément dans cette zone que les combats se sont intensifiés. Depuis hier soir, les forces russes rapportent que leur artillerie et leurs unités aériennes mènent des actions continues le long de l'ensemble du front de Zaporizhia, en particulier depuis Robotine en direction de Mala Tokmachka. Ces opérations ont été confirmées par des sources pro-russes et neutres, avec des mises à jour cartographiques précises. Selon les informations disponibles, voici les progrès réalisés au cours de la nuit dernière. Ce matin, le 15 novembre, les Russes tentent de progresser depuis Robotine en direction de Novodanilivka. Leur principal objectif est de s'approcher de la route stratégique T0803, essentielle pour les lignes d'approvisionnement ukrainiennes. Passons maintenant à la ville de Ouliaïpol. Les Russes y ont également intensifié leurs opérations. Ils cherchent à encercler la ville en menant une attaque sur la ligne reliant le village de Stepov aux voies ferrées. Leur priorité semble être de prendre le contrôle de la gare ferroviaire, utilisée actuellement comme position défensive par les forces ukrainiennes. Une fois cet objectif atteint, ils pourraient avancer le long des rails en direction du village de Zaliznychne. Si les Russes parviennent à isoler cette région, la ville de Ouliaïpol pourrait se retrouver en grande difficulté pour maintenir ses approvisionnements et son soutien logistique. Les Russes tentent également de couper d'autres routes stratégiques, notamment entre le village d'Ofunivka et d'autres points cruciaux pour les forces ukrainiennes dans cette zone. En termes de changements sur le terrain, les Russes ont consolidé leur position depuis Stepov en direction des voies ferrées, ainsi qu'au départ de Mala Tokmachka vers Ouliaïpol. Voici une comparaison des positions à la fin du 14 novembre et celle relevée ce matin, le 15 novembre. Les Ukrainiens suivent avec inquiétude ces progressions, ces dernières heures des troupes russes sur le terrain. Effectivement, comme vous le disiez, Kupiansk est un nœud stratégique ferroviaire dont la capture permettrait aux Russes de ravitailler plus aisément leurs opérations dans l'oblast de Donetsk. Après, jusqu'à présent, il y a des rapports contradictoires quant à la situation à Kupiansk. Hier, le projet d'analyse en source ouverte Deep State marquait que des unités russes étaient parvenues à entrer la ville. Le porte-parole de l'état-major général ukrainien aujourd'hui a démenti, disant que 2 colonnes de troupes russes et d'équipements avaient été détruits à l'entrée de la ville. Donc il est encore un peu difficile d'estimer ce qui est en train de se passer. Ce qui est sûr, c'est que Poutine joue son va-tout pour capturer un maximum de terrain avant l'inauguration de Donald Trump aux États-Unis. Merci beaucoup Guillaume. On va faire un point sur ces combats, sur cette offensive. Il se dit même d'ailleurs du côté de Kupiansk que les Russes, pour beaucoup, avaient réussi à emprunter des uniformes ukrainiens pour lancer les premières vagues d'assaut. Il n'y a pas de répit pour les Ukrainiens. Il y a une course contre la montre. Qui de Zelensky, Trump ou Poutine gagnera? C'est toute la question. Continuons avec le secteur de Velika Novosilka, où des affrontements intenses se poursuivent. Les forces russes progressent lentement mais sûrement vers le nord. Au cours des dernières 24 heures, de nouvelles avancées ont été constatées.
Les positions russes se sont améliorées au sud-ouest de Novodarivka et elles se rapprochent désormais de la route stratégique T-0513, à partir du village de Rivnopil. Ces mouvements ont été confirmés grâce à une vidéo des forces ukrainiennes montrant des drones FPV bombardant des positions russes dans cette région. Plusieurs localisations exactes ont pu être identifiées à partir de ces images. Pour résumer la progression russe depuis le début de l'offensive à Zaporizhia, voici la situation à la fin du 11 novembre, suivie des 12, 13 et 14 novembre, pour arriver à celle de ce matin, le 15 novembre. Les forces russes continuent de progresser méthodiquement, se rapprochant de la route T-0513. On peut s'attendre à ce qu'aujourd'hui, elles parviennent à établir un contrôle partiel sur cet axe vital entre Velika Novosilka et Ouliaïpol, soit par des tirs de mortier, soit par des attaques directes. Passons maintenant à la direction de Kourakov. Actuellement, de violents affrontements ont lieu autour des points fortifiés de cette région, notamment dans le village de Pavlivka. Selon plusieurs cartographes, les forces russes ont réussi à améliorer leur position et se rapprochent désormais autant que possible du village de Sukhaya Balka. Hier encore, nous évoquions l'importance stratégique de ce village. Si les Russes parviennent à prendre le contrôle de Sukhaya Balka, cela pourrait représenter une catastrophe totale pour l'ensemble des forces ukrainiennes dans cette direction. En effet, la perte de ce village pourrait piéger jusqu'à 2 à 3 000 soldats ukrainiens dans une sorte de chaudron. Cette information a été rapportée à la fois par des sources pro-russes et des cartographes neutres. Voici un état des lieux de la situation au sol à la fin du 14 novembre, suivi des développements observés au début du 15 novembre. Les Russes continuent de progresser. Concernant Kourakov elle-même, les sources indiquent que la distance entre les positions russes dans le village de Dalia et les faubourgs sud de Pavlivka est désormais inférieure à 6 km. Cette avancée rapproche les Russes d'un possible encerclement des forces armées ukrainiennes dans cette région. Du côté ukrainien, des sources comme Deep State manifestent une certaine panique. Leur dernière carte, bien que souvent publiée avec du retard, confirme une série de revers pour l'armée ukrainienne. Ces cartes illustrent l'évolution progressive des Russes vers la formation d'un chaudron autour des forces ukrainiennes le long de la rivière Mokry-Yaly. En outre, dans les villages comme Velika Novosilka, les Russes poursuivent leur offensive. Au cours des dernières 24 heures, une vidéo a montré les forces russes hissant leur drapeau et sécurisant la partie ouest de l'agglomération. Cependant, la situation reste incertaine pour d'autres bastions, notamment dans la zone située au-delà du village d'Antonivka. Les Ukrainiens semblent déterminés à défendre ces positions aussi longtemps que possible, car ces points fortifiés leur offrent un délai précieux pour évacuer leurs troupes et leurs équipements. Néanmoins, ils continuent de se retirer progressivement. Par exemple, la situation observée à la fin du 14 novembre montre des positions abandonnées dans certaines zones, ce qui s'est poursuivi au début du 15 novembre. En raison de cette situation critique, les villages environnants, comme Velika Novosilka, Yelizavetivka et Danilivka, pourraient bientôt être abandonnés par les forces ukrainiennes sans réelle résistance. Cette retraite progressive reflète les difficultés croissantes auxquelles elles sont confrontées. De leur côté, les Russes s'efforcent de couper et d'encercler le plus grand nombre possible de soldats ukrainiens. Plus ils réussiront à isoler des unités, plus la résistance ukrainienne s'affaiblira dans les affrontements futurs. Selon les informations disponibles, les forces ukrainiennes tentent d'évacuer via une route stratégique qui passe par le village de Yantarn, puis en direction de Dachne. Par ailleurs, des sources pro-russes et neutres confirment que les Russes ont pris le contrôle total du village de Dalia, ce qui pourrait déjà constituer un chaudron opérationnel. Toutefois, des confirmations supplémentaires sont nécessaires pour valider ces avancées. Dit l'article, l'Ukraine pourrait mettre au point une bombe nucléaire rudimentaire en quelques mois si Donald Trump retire l'aide militaire américaine. Tout est dans le bombe nucléaire rudimentaire. On comprend bien que l'Ukraine ne va pas devenir une puissance nucléaire en quelques mois, mais on retourne à l'audace de votre copain Zelensky, le bip de Zelensky. Il est là, c'est-à-dire qu'il est en train de dire aux Américains, si vous m'ennuyez trop, moi,
j'ai de la marge, j'en ai encore sous la pédale. Mais vous savez à quel point on est en train d'énerver Zelensky? Il se met à parler comme Vladimir Poutine. Parce qu'il a compris que le nucléaire fait réagir tout le monde. Il a compris sur quel bouton il fallait appuyer pour faire changer les choses, pour faire décider certaines choses, etc. D'ailleurs, il le dit clairement. Bien sûr, bien sûr. Il dit, vous n'assurez pas, parce que vous insistez sur, oui, bombe nucléaire, rudimentaire, etc. Pour moi, le mot-clé, c'est les Américains. C'est un message qui est envoyé davantage à Washington qu'à Moscou. C'est de dire, si vous ne réglez pas cette situation, si vous n'honorez pas les garanties de sécurité et vos promesses, nous, on va devenir proliférants. Expliquez bien ce qui se passe. Être un allié quand on est petit, il ne faut pas être trop soumis. Je me rappelle toujours le général de Gaulle qui citait telle citation disant « Tu n'es pas si petit, ne te fais pas si grand. Non, tu n'es pas si grand, ne te fais pas si petit. » C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas être trop modeste quand tu n'es pas trop fort. Et donc là, c'est une manière de dire, comme les Israéliens le font, on est un allié, mais on n'est pas soumis. Franchement, si Zelensky était peureux, il resterait dans son bureau en se disant « Mon Dieu, je prie pour que M. Trump continue de me soutenir. » Non. Au contraire, il prend l'initiative de cette façon-là. Moi, oui. Je suis clairement en admiration devant Zelensky, mais dès le début, parce que vous savez, moi, j'ai regardé déjà la série Le Serviteur du Peuple, et quand il a mis en marche la même chose qui était dans le film, il est devenu le vrai. En fait, on rigolait, et puis après, il y a la guerre qui est arrivée, on me disait « Oh, ce petit artiste, comment il va réagir ?» Il est devenu le mec le plus puissant sur la Terre, quasiment, face à un Goliath qui était de l'autre côté. Vous savez, il y a cette semaine, la campagne de Trump a publié les 7 leaders qui ont téléphoné, à qui le président Trump a eu les conversations. Donc il y a eu 70 personnes, mais ils ont mis 7 personnes. Ils ont Netanyahou et ils ont mis Zelensky. Il n'y avait pas Poutine. Et bien évidemment, c'était ça. Et puis, c'est pas de la rigolade. Enfin, les Russes ont lancé une manœuvre d'encerclement en contournant la région par des zones agricoles. Les ponts reliant la partie est et le centre de Kourakov ayant été détruits, cette approche permet aux forces russes de progresser efficacement. Par exemple, la situation observée à la fin du 14 novembre montre des manœuvres de contournement qui se sont intensifiées le 15 novembre, laissant penser que les Russes cherchent non seulement à encercler Kourakov, mais également à élargir leur champ d'action stratégique. Les forces russes semblent chercher à contourner même les zones agricoles, probablement en raison de leurs fortifications, qui les rend difficiles à attaquer de front. Concentrons-nous maintenant sur le nord, notamment sur la direction de Kramatorsk. Au cours des dernières 24 heures, les Russes ont amélioré leur position et ont réussi à établir une connexion entre leurs forces situées entre la ville de Djeriak et le village d'Ilinka. D'après des sources pro-ukrainiennes, après avoir occupé Ilinka, les forces russes ont intensifié leurs opérations d'assaut en direction de Novoïlinka et de Biskiv. La perte d'Ilinka, si elle n'a pas été bien défendue, offre aux Russes des opportunités pour progresser davantage. Un soldat russe capturé a d'ailleurs affirmé que leur objectif principal était de capturer Star dans les plus brefs délais. Le village de Star représente une cible stratégique pour les forces russes dans cette zone. Leur priorité est de prendre rapidement le contrôle de cet emplacement. Du côté ukrainien, la stratégie consiste à tenir les lignes aussi longtemps que possible, afin de permettre l'évacuation complète de leurs troupes avant de se retrouver pris au piège. Parallèlement, des informations provenant de cartographes confirment que les Russes ont désormais un contrôle total sur les villages de Petrika et d'Arka. Ces avancées leur permettent désormais de concentrer leurs efforts sur les villages de Pustina et d'Iuvka, qui devraient être leur prochaine cible stratégique. Dans la région de Tusk, les informations font état d'une intense activité militaire. La carte de cette zone a été mise à jour plusieurs fois ces derniers jours, ce qui reflète des combats violents entre les Russes et les Ukrainiens. Les progrès sont oscillants, alternant entre les forces russes et ukrainiennes, rendant l'analyse de la situation complexe. Il semble cependant que cette région ne soit pas actuellement une priorité majeure pour les Russes, qui concentrent leurs efforts sur d'autres fronts. Les Russes poursuivent leur nettoyage des positions ukrainiennes entre les villages de Chomkivka et de Koumova. Des rapports indiquent également qu'ils ont renforcé leur position et ont pris de nouveaux bastions le long du canal de Seversky Donetsk-Donbass.
Les cartes récentes montrent que les Ukrainiens ont été contraints d'abandonner certaines de leurs positions le long de ce canal. Il ne reste qu'un bastion ukrainien qui pourrait être perdu dans les prochains jours, obligeant les Ukrainiens à se replier vers Bakhmut. De nouvelles informations provenant de la direction de Soledar révèlent que les Russes ont pris le contrôle des champs et des lignes d'arbres situés à l'approche de cette localité stratégique. Ces avancées ont été confirmées par des sources pro-russes et neutres. Il est probable que les Russes lancent dans les jours à venir leur première attaque sur le village de Soledar lui-même. Si les Russes parviennent à capturer Soledar, cela leur ouvrira un vaste espace opérationnel et leur permettra de mener une opération d'encerclement visant à isoler Kramatorsk et Sloviansk depuis le sud-ouest. Pendant ce temps, la ville de Soledar subit de lourds bombardements russes pour désorganiser les forces ukrainiennes et restreindre leur mobilité. Enfin, en direction de Lysychansk, des informations récentes confirment que les Russes continuent d'ajuster la carte de la région en leur faveur. Des vidéos montrent des véhicules blindés russes avançant vers les positions ukrainiennes, renforçant l'idée que la partie nord de Lysychansk est désormais sous contrôle russe. Olaf Scholz a été à l'initiative de cet entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, le premier en 2 ans. 1 heure d'échange entre les deux dirigeants qui s'apparente à une tentative d'apaisement alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine s'enlise. Il y a eu des discussions assez détaillées et franches, en premier lieu sur l'Ukraine. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas à ce stade parler d'opinions convergentes. Bien sûr, il existe des désaccords assez profonds, mais le fait que le dialogue ait pu avoir lieu est très positif. Le chancelier allemand aurait demandé à Poutine, je cite, d'entamer des négociations avec l'Ukraine en vue d'une paix juste et durable, tout en exigeant le retrait des troupes russes du pays et la fin de la guerre, des demandes jusqu'ici restées lettres mortes. Car Moscou exige des concessions de la part de Kiev, comme la cession des territoires ukrainiens que Moscou a annexés en 2022, sans parvenir à les contrôler totalement. Une condition inenvisageable pour Zelensky, qui a accusé en retour Berlin de faire le jeu de la Russie. L'appel du chancelier Scholz ouvre, à mon avis, la boîte de Pandore. À l'avenir, il pourrait y avoir d'autres appels et conversations avec juste beaucoup de paroles. Et c'est exactement ce que Poutine souhaite, depuis longtemps. Il est extrêmement important pour lui de réduire l'isolement de la Russie et de mener des négociations qui n'aboutiront à aucun résultat, comme il le fait depuis des décennies. À l'heure où l'Ukraine cède du terrain sur le front, Zelensky redoute d'être contraint de mener des négociations défavorables à son pays. Avec une autre crainte, celle de perdre le soutien des États-Unis avec l'arrivée prochaine de Donald Trump à la Maison-Blanche. Au milieu des tirs et des volutes de fumée, cette brigade ukrainienne s'entraîne au combat quelque part à l'est de la France. Plus de 2000 recrues, formées par l'armée française depuis 2 mois. Dans quelques semaines, elles découvriront l'enfer du front et des tranchées. Ils ont beaucoup progressé. La vitesse à laquelle ils ont progressé est assez impressionnante. Aujourd'hui, ils sont capables de se battre, ils sont capables de manœuvrer. Près de 3 ans après l'invasion de l'Ukraine, ces soldats auront pour mission de repousser l'armée russe, elle, qui gagne du terrain à l'est du pays, grâce notamment au soutien de troupes nord-coréennes. La brigade s'est donc entraînée avec les équipements fournis par la France. La milice dispersée que vous avez là, le canon César d'artillerie qui est là, et puis le véhicule d'infanterie que vous avez là-bas. Donc ils vont partir avec tout ça, de sorte à équiper leur brigade. 1500 soldats français ont été mobilisés pour cette formation, l'occasion pour eux aussi d'expérimenter de nouvelles formes de combat. On n'a pas l'expérience d'un combat à parité, donc de la guerre de 2 armées constituées, équipées avec du matériel moderne. Ça, nous on le redécouvre avec eux. Nous continuerons à vous tenir informés, car l'évolution des événements mondiaux façonnera notre avenir. C'est tout pour ce résumé militaire. La chaîne Monde Multipolaire tient de nouveau à rappeler que nous ne soutenons aucune forme de violence dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, rejoignez notre Telegram et passez une excellente journée. À la prochaine.